2015年也许将是改变全球气候变化以及人类未来生存条件的一个重要年份，因为联合国气候大会不久将在巴黎召开。作为这次重要会议的前奏，中欧社会论坛曾于2014年12月2日至5日在巴黎和布鲁塞尔等城市成功地举办了一次以应对气候变化、反思全球发展模式为中心议题的会议。Un grand merci d'être là. Vous êtes venus massivement et c'est l'un des principaux succès de ce forum Chine-Europe. 近300位来自中国和欧洲私人企业、非政府组织、民间机构的代表、专家及媒体参加了这次会议。这是一次中国民间组织与欧洲民间组织代表之间的直接对话，它的目的是为达成一份使地球气温升高不超过2度的全球性协议而献计献策。这些来自欧洲和中国的民间社会活动家们就与气候问题相关的可持续发展议题交换了看法。讨论的议题涉及可持续城市、可持续住房、循环经济、碳管理及能源转型、温室气体减排及气候变化、可持续消费和生产、教育与气候、青年就业与能源转型、能源转型的金融机制、淡水与城市规划等。欧洲民间社会活动家们还在大会闭幕式上发表了一份共识文本，除了向各自政府表明他们的非官方立场外，还将为2015年巴黎联合国气候大会提供参考。这一次中欧社会论坛针对应对气候变化这一全球性挑战，为中国公民社会走向欧洲与世界，参与和欧洲及其他国家民间社会组织的平等对话提供了一个很好的范例，得到了许多法国著名人士的支持与赞赏。梅耶人类进步基金会主席皮埃尔·卡兰默先生在谈到对这次欧洲民间社会对话的感受时说道： Je suis à la fois très impressionné par le nombre de participants, par leur qualité, et j'ai ressenti beaucoup d'émotion au fait qu'aujourd'hui, les paroles des Européens et des Chinois se rejoignent. C'est-à-dire qu'on assiste quand même à un moment historique où il y a une vision commune des défis. Le défi reste à venir et ce ne sont pas nos gouvernements, ou en tout cas pas nos gouvernements seuls, qui pourront les conduire. Et ça, je crois que c'est un message très important. Il ne suffit pas de dire qu'il faut un nouveau modèle global de développement, et le répéter encore. Il faut dire comment on va le construire, quelles sont les grandes ruptures. Je crois qu'il faut revenir à ce que jusqu'au XVIIIe siècle on appelait l'économie, le bien-être de tous dans le respect des limites de la planète. Donc si vous voulez, le défi majeur pour nous est le retard des systèmes de pensée et des institutions sur les défis à relever. Et un des rôles d'un forum comme celui-ci, je veux dire, nous ne changerons pas le monde à nous tout seuls, mais c'est de comprendre que nous ne sommes pas l'un en face de l'autre à dire moi je suis prêt à faire tel effort et toi tu fais quel effort. Non, nous sommes du même côté, nous sommes en face des ruptures à accomplir et nous les inventons ensemble. Que dans ce forum il y ait des fonctionnaires d'État, c'est nécessaire, ils font partie de la société. Ce n'est pas la question de dire la société civile a compris, l'État n'a pas compris. Non, il faut dans tous les milieux qu'on ait des alliés du changement, chez les fonctionnaires, chez les dirigeants des villes, chez les dirigeants de l'économie et aussi bien sûr dans les ONG. Je pense que la société civile chinoise s'est développée relativement tardivement, elle est encore jeune, je la trouve extraordinairement dynamique. Il ne faudrait pas qu'elle se replie sur les problèmes locaux. Elle doit porter une ambition de dialogue mondial, de construction d'une communauté mondiale. On ne peut pas s'en tenir au discours, il faut agir, mais partout dans le monde, je vois un risque que ce qu'on appelle la société civile se cantonne dans l'action locale,
se cantonne dans l'idée qu'il faut penser globalement et agir localement, toujours le discours qu'on entend. Ce n'est pas vrai. Il faut penser localement et il faut agir globalement tout autant. Et donc c'est ça, je crois, le nouveau défi de la société civile chinoise. Contribuer au système de pensée et pas seulement contribuer à de bonnes actions au niveau local. Ce n'est pas facile parce que la question de cette rupture est une question éminemment politique et je constate que les autorités chinoises aimeraient bien que la société civile ne rentre pas dans ce champ politique qui est le monopole du parti et reste cantonnée à la prise en charge des problèmes sociaux et environnementaux que le parti ne sait plus prendre en charge. Je dis non. Nous, vu de l'extérieur, nous attendons beaucoup plus de cette formidable dynamique de la société chinoise. 出席会议闭幕式的法国前总理罗卡尔也表示 Merci d'avoir rendu possible. Merci à vous et bravo. Je suis très satisfait qu'il ait eu lieu, qu'il y ait eu tant de monde, qu'on se soit accordé sur beaucoup de choses. Pour tout vous dire, je n'ai pas encore lu le texte final des travaux, et donc je serais peut-être encore plus satisfait quand je dirais ce qu'ils ont produit. Mais c'est déjà important d'apprendre à travailler ensemble de société civile chinoise, de société civile européenne. La principale est financière, nous avons du mal à nous rencontrer, c'est loin, les voyages sont chers, tout le reste se discute. Mais nous partons d'un même constat, ni dans la société chinoise que je rencontre, ni dans la société française que je connais, il y a envie de laisser tout ça finir autrement que par l'amitié et la négociation, et sûrement pas par la guerre. Et donc, c'est un beau travail, il faut le continuer. Mais il faut de l'énergie. La parole est à Noël Mamère, député écologiste français. 法国国民议会议员贝格莱市长马迈尔和作为会议东道主的巴黎第4区区长克里斯多夫·吉拉尔先生，也对欧洲民间社会就气候与可持续发展模式问题进行直接对话表示赞赏和支持。Je pense qu'il est important d'organiser des colloques comme cela, parce que la Chine est confrontée aujourd'hui à un niveau de pollution extrême. Elle est devenue l'un des principaux pays producteurs d'effets de serre, et que les problèmes d'environnement en Chine ne sont plus simplement des problèmes écologiques, mais sont devenus des problèmes de santé et même des problèmes à caractère social. Donc il faut aider les organisations non gouvernementales chinoises qui se battent pour l'amélioration du climat en Chine et pour que la base et l'opinion et la société civile poussent les autorités chinoises à prendre des décisions qui vont contribuer non seulement à ce que la Chine participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique, mais qu'en même temps elle apporte un mieux-être à l'ensemble du peuple chinois. Et moi je suis de ceux qui, depuis longtemps avec les écologistes, réclament une Europe fédérale pour qu'elle puisse justement mener des politiques communes, pas simplement en politique étrangère et en matière de défense, mais en matière environnementale. Quant à la Chine, dans le concert des nations, elle doit pouvoir accepter que l'on s'impose par le consensus, qu'on obtienne par le consensus des décisions contraignantes. C'est-à-dire qu'aussi bien la Chine que les États-Unis, que les pays européens acceptent de s'imposer des normes contraignantes qui vont nous permettre de stabiliser le réchauffement climatique à 2 degrés, mais je ne suis pas sûr qu'on y parvienne. La société civile chinoise, c'est une société civile très vivante. Nous la voyons de loin, et nous ne savons pas tout ce qui s'y passe parce que l'information est plutôt bridée. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des gens très courageux en Chine qui se battent sur la question des droits de l'homme, sur la question de la liberté d'expression, sur la liberté d'expression politique, mais celle du web et de l'Internet, et puis aussi sur la question de l'environnement. Je pense que l'environnement, c'est une clé d'entrée pour contribuer à démocratiser la Chine. L'histoire nous enseigne que lorsque les peuples se mobilisent, ils font basculer l'histoire. Donc il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait une fatalité à ce que des régimes totalitaires, autoritaires et non démocratiques s'imposent au peuple.
Donc c'est au peuple de se réveiller. Je pense qu'ils sont en éveil, que le peuple chinois est en éveil. Et c'est à des gens comme nous, les politiques européens, d'aider ces ONG et d'aider ce peuple à se réveiller. Nous sommes dans un monde globalisé, un monde sans frontières, en tout cas dans les communications. Or, la planète est dans un état très inquiétant. Et dans nos villes, et je pense à Paris, et moi ici comme maire d'un arrondissement du centre de Paris, le Marais, le 4e arrondissement, où nous avons 20 millions de touristes par an, nous savons que la pollution est très élevée. Donc notre combat ne peut pas être un combat solitaire. Ce n'est pas moi tout seul, avec les élus et les habitants du 4e arrondissement, qui allons repousser la pollution en dehors de Paris. Donc la maire de Paris, qui va accueillir avec le gouvernement français le président de la République et les ministres concernés, M. Fabius et Mme Royal, la conférence sur le climat de 2015. Bien évidemment, nous voulons prendre notre part. La Chine est un pays qu'il faut aimer et apprendre à connaître plutôt que d'en avoir peur, parce que sa population est immense et parce qu'en effet, dans les villes, la population est très importante. Je crois qu'au contraire, c'est par le dialogue et par le respect mutuel, par l'écoute mutuelle que nous pourrons nous convaincre que nous devons tous agir. Ça n'était pas pour punir ou donner des leçons, mais que c'était pour au contraire construire. Donc construisons cette action commune, que tous ensemble nous décidions que nous voulons une planète où l'on respire. D'abord parce qu'on a la responsabilité pour les générations à venir, en particulier pour nos propres enfants. Donc il est urgent d'agir. Il s'agit d'un sujet collectif et de lutter contre l'égoïsme. Et je crois que la Chine a envoyé des signaux extrêmement positifs. Et je pense que nous devons, dans ce contexte, faire en sorte que la conférence de Paris de 2015 soit une réussite pour la planète et pour le monde dont nous rêvons, qui est un monde non pollué, respectueux de la nature et qui va nous permettre de mieux vivre que nous le faisons aujourd'hui. Les difficultés, vous savez, sont celles du commerce international et puis, je dirais, du capitalisme le plus sauvage. Quand l'économie de marché est la plus active, elle se préoccupe de sa production, elle se préoccupe de ses profits et de ses résultats, et pas tellement du climat. Donc il faut arriver à faire du commerce, à fabriquer, dans le respect des personnes d'abord, des conditions de travail, mais aussi des conditions de vie. Eh bien, c'est dans un climat où il fait bon respirer, et je ne parle pas au sens figuré, mais au sens propre du terme, propre de foi, que nous devons réussir cette économie de marché. Une économie de marché qui ne tient pas compte des conditions de travail des personnes est une économie de marché qui n'est pas bonne. Une économie de marché qui ne tient pas compte des conditions climatiques, de l'environnement et de l'écologie est une économie de marché qui n'est pas bonne. Donc si nous voulons que l'économie de marché soit une économie de marché respectueuse et durable, eh bien c'est en respectant l'environnement et c'est en respectant les personnes que nous y arriverons. Et c'est là où la Chine, avec son immense population, sa grande force de production, peut jouer un rôle déterminant pour la conférence de Paris en 2015. Pour aller en Chine régulièrement, je sais qu'il existe dans la société chinoise de nombreux intellectuels, de nombreux militants, de nombreuses associations, mais également, je tiens à le dire, parmi les élus, moi pour rencontrer des élus qui sont maires de district à Shanghai ou à Pékin, à Beijing, eh bien, je vois bien qu'ils sont eux-mêmes d'une génération très attentive à la qualité de vie et aux conditions de vie de leurs concitoyens. Donc, personne n'y échappera. L'avenir est dans cette révolution verte pour le climat et pour un climat mondial. 在被问到欧洲民间社会之间进行对话交流的最大困难或障碍是什么这一问题的时候，欧洲社会论坛协会主席、前欧盟驻世界贸易组织大使张万庭先生充满诗意地回答说：“ Il faut le temps. On ne peut pas apprivoiser l'un de l'autre du jour au lendemain. Il faut du temps. La société civile européenne lutter contre la bureaucratie et la corruption. Parce que les Européens et les Chinois sont guidés par le bon sens. Je n'attends pas des résultats fantastiques, mais des progrès. On fait tout cela de façon progressive. ”中欧论坛执行主席陈燕先生在谈到中欧公民社会之间交流对中国社会和整个世界发展的现实意义时说道：“从这个
两方的对话来看呢，我们的当然关注点呢是两边的公民社会的这个，最主要是公民社会的交流。公民社会的交流呢，这两边呢还是有很多的不同的。中国的公民社会呢，是一个比较特殊的，因为它是正在形成当中的。欧洲的这个是已经形成了的，所以我们的这个工作呢，就是向欧洲社会介绍中国的公民社会的特点，让中国的公民社会呢能够更多的获得这个欧洲公民社会的认可。公民社会之间的对话，对整个的社会啊，对整个的世界的发展是非常有作用的。中国公益研究院院长王振耀先生在对这次会议进行评价时说道：“我特别感受是这一次跟原来都不一样了。那这一次有称赞，有颁奖，我觉得跟上一次不一样，不是停留在简单的说。这一次的思想有行动性，是一个更务实、更有号召力、更有倡导的一次论坛。我相信，它对于世界气候的变化会产生非常积极的推动。”人民大学郑宝卫教授。第4届巴黎中欧社会论坛应对气候变化，反思全球发展模式，是一次成功的中欧公民社会对话的尝试。中欧与会人士也都希望会议产生的共识文本能对2015年即将在巴黎举行的联合国气候大会产生积极的影响。